La présidentielle du 22 février prochain continue de nous intéresser. Nous allons en parler tout à l'heure. Au niveau de la majorité présidentielle, le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, candidat à sa propre succession, continue d'engranger beaucoup de soutien. Le groupe des députés indépendants à l'hémicycle a apporté il y a quelques jours son soutien au chef de l'État. Nous recevons un des députés de ce groupe, Maître Kofi Tcholenyanou. Bonsoir, Maître Tcholenyanou. Bonsoir, Monsieur Agnaoui. Vous êtes député indépendant, président de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Donc avec vous, on va faire le tour d'horizon de quelques sujets d'actualité. Je voudrais commencer par un sujet très brûlant de l'actualité qui a véritablement retenu l'attention ces derniers jours. C'est ce recours d'un des candidats, notamment Jean-Pierre Fabre, recours en invalidation de la candidature de Faure Gnassingbé. Est-ce que vous êtes avocat? Politiquement, juridiquement, est-ce que cela vous paraît tenable, tout cela? Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas avocat, je suis plutôt notaire. Notaire, d'accord. Donc juriste. Oui, juriste. Et le recours diligenté par le candidat M. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, je voudrais, avec froideur, analyser ce recours, c'est-à-dire sans passion. En ma qualité de juriste, il faudrait bien que nos concitoyens observent certaines choses. Voyons d'abord la date à laquelle le recours a été déposé. Oui. Le 20 janvier 2020, soit 3 jours après l'arrêt de la Cour constitutionnelle validant cette candidature sur les 9. Oui. Ce qui veut dire que le candidat Fabre sait pertinemment que son recours va recevoir un rejet. Vous voyez bien la situation. Oui. Parce que quoi? La CNI, comment on l'appelle? La Cour constitutionnelle? Non. La CENI, oui. La CENI avait clôturé les candidatures le 8 janvier 2020. Ce qui veut dire qu'à partir déjà du 9 janvier, tout le monde savait les candidats enregistrés par la CENI. Oui. Candidatures qui ont été envoyées à la Cour constitutionnelle. Je crois que même à l'époque, la candidature de Dr Ton avait été invalidée pour le fait qu'il n'avait pas insuffisante de signatures enregistré la quantité de signatures requises. Oui. Et Dr Ton avait fait un recours dans le délai. Vous voyez bien que le jour que la Cour constitutionnelle avait rendu son arrêt de validation, elle a également vidé le recours de Dr Ton dans le délai. Ce qui veut dire que l'ANC, en introduisant son recours le 20, sait qu'il va essuyer le revers de la Cour constitutionnelle. Donc pour moi, c'est un non-événement. Ce n'est pas un recours fait pour obtenir gain de cause. C'est plutôt un recours pour amuser la galerie. C'est du dilatoire. Alors, au-delà de ça, si sur le plan juridique, vous pensez que ça ne tient pas, l'argument avancé, dans le fond, je veux dire, est-ce que vous n'y voyez pas quelque chose qui tienne la route? Le candidat Jean-Pierre Fabre demandait à la Cour d'abord d'annuler le nouvel alinéa de l'article 158. Oui. Avant, maintenant, d'invalider la candidature du président Faure. Je voudrais vous rappeler que l'initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République et au 1/5 des députés ou des sénateurs. Donc, demander à la Cour constitutionnelle d'annuler une disposition de la Constitution, c'est l'amener à réviser la Constitution, ce dont elle n'a pas la qualité. Vous voyez bien. Donc, ce que demandait le candidat Fabre est impossible. La Cour ne peut pas le suivre. Et de surcroît, je vous dis que la date à laquelle toutes ces demandes ont été déposées, sachant bien que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. C'est pourquoi je dis que c'est pour amuser la galerie. Donc moi, je ne voudrais même pas trop m'attabler sur ce recours. Et donc vous pensez que la Cour a dit le droit? La Cour, à mon avis, a dit
purement le droit. Alors, au-delà de ça, il y a également beaucoup de personnes qui analysent cette cour actuelle que nous avons et la trouvent véritablement inconstitutionnelle du moment où on n'a que 7 sages au lieu de 9. Est-ce que c'est le nombre qui fait de la Cour sa constitutionnalité? La Cour, selon la Constitution, doit avoir 9 membres. Bien sûr. Mais quand vous voyez le règlement intérieur et la loi organique, vous allez vous apercevoir que pour siéger, la Cour a besoin seulement de 5 membres. Oui. Ce qui veut dire que quand vous voyez la configuration actuelle, je crois que les membres qui ont prêté serment devant le président de la République sont au nombre de 7. Oui. Ce qui veut dire que les 7 peuvent valablement fonctionner et représenter dignement la Cour constitutionnelle. Mais quand vous dites pour siéger, la Cour a besoin juste de 5, c'est 5 sur 9. Ce n'est pas 5 sur 7. Oui, Parce que l'article 100, il me souvient, dit clairement la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. C'est la Constitution qui le dit. Oui, elle est au-dessus de toutes les lois de la République. La Constitution est au-dessus de toutes les lois de la République et le Sénat, dont doit provenir les 2 membres complémentaires pour faire le 9, n'est pas encore mis en place. Oui, bien sûr. Ça veut dire que c'est une institution qui n'est pas encore opérationnelle. Du coup, elle ne peut pas nous envoyer les éléments qu'on attendait d'elle. Oui. Pas de l'institution, bien du Sénat. Oui. Donc, je ne vois pas en quoi ceux qui sont là aujourd'hui, provenant d'institutions qui sont opérationnelles, ne vont pas valablement jouer le rôle attendu de la Cour constitutionnelle. En même temps, c'est une question de légalité. Moi, j'y vois la légalité. On accuse vous, les députés, par exemple, d'avoir fait sauter cette disposition qui disait qu'en l'absence du Sénat, l'Assemblée nationale joue pleinement, le Parlement, l'Assemblée nationale joue le rôle donc dévolu au Sénat, c'est-à-dire ceux qui doivent être nommés par le Sénat le sont par les députés. Bon, est-ce qu'il y a une prérogative particulière que viendra assumer les membres provenant du Sénat? Autrement dit, moi je ne vois vraiment pas que le fait qu'on ait sauté le complément de membres de la Cour constitutionnelle qu'on devait ajouter à l'Assemblée nationale puisse entraver le fonctionnement normal de la Cour constitutionnelle. D'accord. Alors, au-delà de ça, si on en vient maintenant aux questions véritablement électorales, je l'ai dit, vous êtes député indépendant. Le Parlement actuel compte 18 députés indépendants et on a vu ce regroupement de députés indépendants qui soutient la candidature de Faure Gnassingbé. Pourquoi? Je vous remercie pour la question. Et nous sommes des députés indépendants. Oui. Ça veut dire que sans accointance politique. Nous n'appartenons à aucun parti politique. Et notre indépendance ne fait pas de nous des moins citoyens. Nous sommes tous des citoyens et nous avons des visions. Nous avons des ambitions. Et quand nous, par exemple, nous étions en campagne législative, ce que nous avons dit à notre électorat, c'est de nous faire confiance pour nous envoyer à l'Assemblée, pour aller rechercher le bonheur que d'autres qui y étaient déjà n'arrivaient pas à lui procurer. Donc quand nous sommes arrivés, quand notre élection a eu lieu le 20 décembre 2018 et que nous avions pris fonction le 8 janvier 2019, ce que nous sommes dit comme engagement, c'était d'œuvrer pour pouvoir procurer à la population ce bonheur. Donc nous sommes actuellement dans une mouvance électorale où il faut choisir le président de la République, c'est-à-dire la personnalité la mieux placée pour aider à procurer ce bonheur à la population. Donc quand nous avons fait un passage en revue de tous les candidats déclarés et retenus par la Cour constitutionnelle, celui qui nous répond le mieux à cette aspiration, à ce désir d'œuvrer à amoindrir la souffrance de la population, à lui procurer le bonheur recherché, à lui donner la quiétude, la sécurité, la paix. Nous, au niveau des indépendants, nous croyons et voyons seulement la personne du président Faure Gnassingbé. C'est pourquoi, unanimement, nous nous sommes levés pour apporter notre caution à sa candidature. Ce qui a quand même surpris les gens, c'est qu'on parle de députés indépendants. Logiquement, j'imagine que chacun, peut-être, quelqu'un a été élu à Djarkpanga, un autre ailleurs et tout, qui ne sont pas censés se connaître. Et curieusement, les 18 se retrouvent
quand il y a présidentielle, et parlent d'une même voix pour une seule personne. Comment c'est passé? Vous m'étonnez. Comment les députés ne sont pas censés se connaître? Donc, nous sommes allés nous connaître. Vous venez d'horizons différents. Oui, bien sûr. Ben, nous sommes connus à l'Assemblée nationale. Et tous, sans exception, pensent que c'est Fawnia Singbe. Ce n'est pas pense. Nous avons fait notre analyse parce que quand vous êtes au niveau de l'Assemblée, il y a des affinités. Il y a des groupes parlementaires. Il y a des moments même où on demande des suspensions des travaux pour laisser les partis politiques se concerter. En ce moment, nous aussi, on se regarde, puisque nous ne sommes pas une formation politique, ni un groupement de formation politique. Donc, nous n'avons pas de groupe parlementaire. Mais quand les députés des partis qui ont des groupes parlementaires se regroupent pour se concerter, nous aussi, on ne se voit pas seulement, on ne se voit pas en chaîne de faïence. On se concerte pour voir quelle attitude tenir, puisqu'on échange entre nous. Donc, c'est à l'occasion de ces échanges-là que nous sommes aperçus que, quelque part, on a la même vision. Nous ne sommes pas aujourd'hui formés en parti politique, mais on sait quand même l'ambition qui nous anime. Donc, en se décidant de cautionner la candidature du président Faure, ce n'est pas que nous nous alignons ou bien nous nous fondons dans le parti uni, mais nous voulons seulement porter une personnalité qui, pour nous, incarne notre aspiration. Honorable Tcholignanou, est-ce que ce faisant, vous ne confirmez pas ceux qui disent que, en fait, vous êtes des députés dépendants? De qui? Du pouvoir, bien sûr. C'est-à-dire, on trouve que le pouvoir a très bien joué le jeu, sachant qu'il y avait une partie qui boycottait les législatives, a su rapidement positionner quelques personnes qu'ils aillent en indépendant pour faire le nombre. Bon, peut-être c'est des vues d'esprit. Moi, vous voyez ici, moi, personne ne m'inféode. J'ai ma liberté de penser et je sais ce qui est bien pour moi. Et personne n'avait empêché qui que ce soit à aller en 2018 aux législatives. Donc, c'est librement que nous sommes décidés, que moi, je me suis décidé avec mes camarades de ma liste est CRAD, Cercle de réflexion et d'action pour le développement de SIO, que nous sommes décidés d'aller à cette aventure-là pour avoir la confiance de nos électeurs. Donc, vous voyez bien que ce n'est personne qui nous a appelés pour aller aux élections. Donc, dans les 6 autres, vous n'avez vu personne qui ait suffisamment le profil pour répondre à la tâche? C'est ça? Tous les candidats valent. Tous les candidats sont des personnalités qui peuvent diriger. Mais nous disons que celui qui peut le mieux, c'est ce que nous disons, le mieux répondre à notre aspiration, c'est le président Faure. Tout comme les autres candidats aussi ont aujourd'hui des gens qui les soutiennent. Je ne vois pas pourquoi vous allez refuser à moi, député, de porter ma caution à quelqu'un, alors que d'autres qui ne sont même pas députés font allégeance à d'autres candidats. Honorable Tcholignanou, celui que vous soutenez aujourd'hui et que vous pensez qu'il est le mieux à même de faire le bonheur des Togolais, ça fait 15 ans qu'il est président. Oui. Où est le problème? Alors, vous pensez que ce bonheur, c'est maintenant qu'il va venir? Je l'ai vu à l'œuvre. Du moins, depuis que moi je suis député, avec les travaux que nous avons pu réaliser au niveau de l'Assemblée nationale et constatant l'effort que l'exécutif est en train d'entreprendre, j'ai l'espoir, un bon espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est pourquoi, surtout avec le programme PND, je suis rassuré et convaincu que lorsqu'on mettra en œuvre ce programme, les Togolais vont se sentir mieux que ceux qui ne sont aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problèmes. Il y a des problèmes. Mais quand il y a un début de solution, ou bien lorsqu'il y a quand même un plan pour résorber le chômage, pour accompagner les jeunes, pour leur permettre d'avoir un avenir radieux en tant que citoyen togolais et de surcroît élu du peuple, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas donner ma bénédiction à ce programme pour lui donner la chance de se réaliser. Il m'a été expliqué une fois qu'au niveau des États-Unis, le but de la limitation de mandat, et ça a été clairement expliqué, c'est que après 2 mandats, vous n'avez plus rien à offrir de nouveau. Vous pensez que celui qui est en boucle à 3 a encore quelque chose de neuf à offrir? Vous savez, chaque peuple est libre de se donner la constitution qu'il veut. Il n'y a pas qu'au Togo qu'on n'avait pas la limitation de mandat. D'ailleurs, il faut féliciter notre Assemblée qui a quand même pu décider de la limitation de mandat. C'était aussi de... S'il n'y avait pas la réforme constitutionnelle de mai 2000,
19. Aujourd'hui, on n'allait même pas critiquer le 4e mandat du président Faure, puisque c'était un mandat ouvert. Le président peut se représenter à Duternum sans que personne lui oppose quoi que ce soit. C'est nous qui avions décidé de limiter le mandat. Mais, de grâce, je vous dis que dans d'autres pays occidentaux aussi, vous prenez le cas de l'Allemagne, Madame Angela Merkel est là et elle va remplir le 4e mandat, mais personne ne dit rien. Parce que c'est l'Allemagne, c'est les pays occidentaux. C'est un régime parlementaire là-bas. Donc, il reste moins une personnalité qui aurait empilé 4 fois. C'est toujours Madame Angela Merkel qui décide, qui gouverne l'Allemagne. Donc, c'est pour vous dire que tous les peuples sont libres de se doter de la constitution qu'ils veulent. Et en plus, ce n'est pas forcément la limitation de mandat dans la constitution qui va opérer l'alternance au pouvoir. C'est le peuple qui décide de l'alternance. C'est le peuple qui décide de qui va présider sa destinée. Et quand il le veut, il arrête. On peut ne même pas limiter le mandat. Mais le jour où le peuple dit non, celui qui est au pouvoir, je ne veux pas de lui, il ne va plus voter pour lui. Et d'autres vont venir. Est-ce que vous dites là, ça relance tout ce vieux débat d'élections transparentes, crédibles et tout? Oui, il y a les organes qui organisent les élections. Oui, mais ça, les organes se dit sur les élections qu'on organise. Oui, les organes, aujourd'hui, je crois qu'il y a une évolution dans l'organisation électorale dans notre pays, où vous allez voir tous les partis représentés dans les organes cruciaux qui organisent les élections. La CENI et les 7 démembrements, je crois que quand vous voyez la configuration, il y a l'opposition, il y a le parti au pouvoir. Est-ce que le scrutin qu'on est en train d'organiser actuellement vous paraît être un processus transparent, juste, crédible, qui, in fine, 22 février ou deuxième tour, je ne sais, va donner un président accepté de tous? Dès lors que les organes qui sont habilités à organiser les élections sont mis en place et les membres qui doivent les composer, proviennent d'une partie du parti au pouvoir, une partie de l'opposition, moi je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas croire à la crédibilité et à la transparence de l'élection qui aura lieu le 22 janvier 2020. Est-ce que le candidat que vous soutenez, est-ce qu'il a un peu peur des forces qu'il a en face de lui aujourd'hui? Comment peur? Moi, j'ai plutôt envie de vous dire le contraire. C'est-à-dire? Je disais tout à l'heure que je n'ai aucune récrimination contre les candidats. Mais moi, je parle en tant que juriste. Oui. Et le candidat dont vous m'avez posé la question sur le recours à l'entame de notre débat, je vous disais que son recours était un peu pour amuser la galerie. C'était un peu dilatoire. C'était pour peut-être ralentir l'élan de l'adversaire, parce qu'il savait que c'est sans objet, que son recours n'aura pas de suite. Vous voyez bien. Donc pour moi, c'est un signal de quelqu'un qui a peur. C'est un peu l'expression d'un aveu d'impuissance, ou bien peut-être de préparer l'opinion à une débâcle retentissante le 22 février 2020. Mais vous savez en même temps qu'il y a 4 candidats en lice qui ont choisi une dynamique assez unitaire, en tout cas pour le contrôle des résultats. Il y a de l'autre côté un candidat aujourd'hui qu'on présente comme l'unique de l'opposition, porté par un prélat que tout le monde connaît. Ce n'est pas des sujets d'inquiétude dans votre camp? Est-ce que déjà tout à l'heure vous disiez que les gens craignent la transparence de l'élection? S'il y a une coalition de candidats pour surveiller la transparence des élections, ça veut dire que le résultat qui va sortir le 22 février sera un résultat incontestable. Donc, moi, c'est le terrain qui commande l'action politique. Et moi, en tant que député, la réaction de ma population, ce que le gouvernement actuel, le président Faure, est en train de réaliser dans les milieux ruraux, dans nos villes, je crois quand même que toute la population, du moins la majorité de la population, est acquise à ces actions. Et je crois qu'elle va lui renouveler le mandat. C'est quand même un président qu'on a vu le 7 janvier dernier, quand il a accepté son investiture, qu'on a tout de suite vu sur le terrain. Il fait les villages, il marche même dans la brousse. Moi, je l'ai vu sur des images où il ramassait du maïs par terre et tout. Une image qu'on ne voit pas souvent de ce président-là. Qu'est-ce qu'il fait tant courir? Je vous pose la question comme ça parce que ça répond au titre qu'un journal a publié. Bon, pendant que le président Faure faisait toutes ces démonstrations, que font les autres candidats? Là, nous parlons de Fornia Singh. Non, c'est pour vous dire que tous les candidats sont en course. Ils partent en assaut. C'est pas un peu une frilosité de sa part aussi? Est-ce que c'est une frilosité que d'aller vers l'électorat, ceux qui vont investir?
Pour moi, ce n'est pas une frilosité. C'est plutôt démontrer qu'il est plus proche de la population. Oui, mais en même temps, quand on a vu ce président pendant presque 5 ans maintenant, être un peu, selon certains, déconnecté de la réalité populaire et sociale. En quoi, par exemple? Est-ce qu'il est déconnecté? S'il est déconnecté, il n'allait pas savoir que la population a besoin, par exemple, des infrastructures. La population a besoin des hôpitaux. La population a besoin des écoles. La population a besoin d'améliorer ses conditions de vie. Tout ce que je vous ai énuméré, je vous dis que c'est des choses qui sont visibles aujourd'hui sur le terrain, qui sont mis à l'actif du président Faure. Donc, le revoir aujourd'hui en train de ramasser du maïs, moi, je crois que c'est quelque chose que nous devons applaudir, parce que voilà un président qui est proche de sa population, qui est aimé par le peuple, qui est adoubé par le peuple. Alors, aussi, il y a aussi les adversaires du président, et ça, je reviens par exemple à la question de l'organisation même des élections, qui dénoncent des institutions aux ordres. Vous partagez ce point de vue? Comme laquelle? La Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle, ces institutions impliquées dans le processus électoral. Alors de qui? Si je vous ai dit tout à l'heure, d'abord, c'est sur recommandation de la CEDEAO que les réformes institutionnelles et constitutionnelles étaient opérées et qui ont abouti aujourd'hui à la réforme de notre constitution et à la recomposition de la Cour constitutionnelle. C'était justement pour garantir et assurer la transparence des élections. Si les mêmes qui avaient demandé ces réformes-là se remettent aujourd'hui à les critiquer, je ne vois vraiment pas pourquoi ils sont des politiques. Parce que quand tu es politique, c'est un combat permanent pour la conquête du pouvoir. Tu ne peux pas demander à effacer ton adversaire avant de passer. C'est l'effort qui paye. Ce n'est pas les critiques vaseuses qui vont payer. Honorable Tcholénianou, vous nous rassurez, le candidat Faure Gnassingbé est serein? Moi, je sais qu'il est serein, puisque moi-même je le suis. Mais ce n'est pas vous le candidat. Mais je le soutiens parce que je sais que ce que je veux, il répond à mes désirs, il répond à mes ambitions pour mon peuple. Pour ce 4e mandat, si éventuellement Faure Gnassingbé est élu, qu'est-ce que vous attendez de lui comme président? Pourquoi éventuellement? Moi, je sais qu'il sera élu. Non, moi, je pose la question. Je sais qu'il sera élu. Si je ne sais pas qui sera élu... Je suis obligé de vous poser la question comme ça. Vous savez, avant même que nous indépendants, nous décidions à apporter notre caution au président Faure, ça pouvait être quelqu'un d'autre. C'est parce que nous avons fait des analyses minutieuses. Mais c'est quand même une élection, ça reste un examen. On va, on échoue, on ça réussit. reste un examen. Jamais n'a jamais pensé qu'il allait réussir, qu'il allait échouer. C'est la récolte de toutes les réalisations passées, puisque le président Faure a un bilan à défendre. Les autres n'ont pas de bilan. Et c'est ce bilan que je vous qualifie aujourd'hui de positif. On a vu beaucoup de présidents sortants qui ont perdu les élections. N'empêche, moi je vous dis que le président Faure, à le voir et à voir son bilan, il a la carrure de celui qui va encore empiler et présider au destiné du Togo. Alors vous attendez quoi du prochain président? Ce que j'attends de lui, et lui-même le sait, c'est poursuivre la mise en œuvre du PND. Parce que je vous ai dit tout à l'heure... Il ne reste que 2 ans pour le PND. Jusque-là, beaucoup estiment qu'on ne voit pas grand-chose apparaître dans tout ce qu'on a vendu comme grand projet de 4 622 milliards de francs CFA qui allait véritablement et de façon profonde changer la structure de notre société, qu'on n'a pas encore vu de véritables choses se montrer à l'horizon. Bon, le problème que nous avons au Togo, c'est qu'on veut tout voir tout de suite. Il y a des travaux qu'on doit faire en aval, non, en amont plutôt, avant d'attendre le résultat en aval. Oui, mais c'est le même président qui a piloté la DSRP, c'est le même qui a fait la SCAP, c'est le même président qui fait le PND. Bon, pour ce que je sais, je vous parle du PND. Par exemple, l'année dernière, le Togo, sur le classement Doing Business, est devenu le premier pays réformateur en Afrique. Classement remis en cause par Transparency International qui estime qu'en matière de corruption, on est très loin. La corruption n'est pas le seul élément déterminant du classement. Oui, mais ça plombe quand même le Doing Business. Ce n'est pas le Togo qui a fait le classement. C'est des institutions crédibles quand même qui ont fait ce classement. Et ce classement inspire beaucoup de pays, y compris les pays occidentaux. Donc, je suppose quand même que la Banque mondiale ne peut pas le remettre en cause, ces travaux. Et je vous dis que c'est cette Banque mondiale qui a classé les pays
Et le Togo figure parmi aujourd'hui les pays africains les mieux réformateurs, ce qui prédispose le pays déjà à attirer les investisseurs. Donc, je vous dis que ce PND, si on met le cap, si on poursuit les réformes, je suis sûr que le Togo va atteindre cet objectif et même le dépasser. Là, je suis certain. Donc, je dis que si le président Faure Gnassingbé est élu au soir du 22 février 2020, je vous dis qu'il faut qu'il doit poursuivre la mise en œuvre de ce PND, même si ça doit s'arrêter en 2020 et 2022, il y a encore d'autres programmes qui doivent s'enchaîner. Donc moi j'ai la certitude et je sais que c'est possible. Honorable Kofi Tcholenganou, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Député indépendant, président de la Commission des droits de l'homme du Parlement. Nous avons marqué la pause et après le journal, on passe à regard croisé.